Bonjour à tous. Bon, vous avez maintenant l'habitude, j'ai tendance à commencer un peu petit, etc. Et là, je vous ai pris un bon petit schéma pour expliquer, mais finalement, qu'est-ce qu'une crise? On pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une crise? Alors, une crise, c'est quoi? Au départ, c'est toujours un événement déclencheur. Et cet événement déclencheur, il est inattendu, imprévu et improbable. Jamais prévu que ça allait arriver. Et il va finalement venir percuter une organisation. Oui. Vous pouvez mettre le retour Ouais. présentation. Et avec moi, j'ai beaucoup de slides, donc c'est mieux de laisser les slides uniquement. Donc, j'en étais, il va venir percuter une organisation avec toujours une accélération du temps, c'est-à-dire que le temps, il a l'air d'aller très très vite à l'intérieur de l'organisation, alors que c'est le temps habituel. Et il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont rentrer, et tout ça va créer de l'ambiguïté dans l'organisation. L'organisation va être en négociation finalement avec les médias et les parties prenantes, les individus sur les réseaux sociaux ou autres, elle va pouvoir avoir des processus qui finalement font en sorte qu'elle peut réadapter le message par rapport à ses parties prenantes. Ces processus, c'est quoi? Elle va faire des instructions. Restez chez vous, restez cloîtrés, fermez les fenêtres, ce genre de choses. L'ajustement, excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire est totalement faux. En fait, il n'y a que 2 morts et pas 3, et ce genre de choses. Les informations internes, où finalement elle va communiquer à ses employés, il se passe actuellement ça, nous sommes en procédure XXX, et donc nous passons un certain cap dans la crise. Elle va également déployer des stratégies de réponse, qui sont toutes là, et finalement il va aussi avoir un processus, c'est ça qui est très intéressant sur les réseaux sociaux, mais un processus de cadrage. Ça veut dire qu'en fait, les médias vont venir cadrer la crise aux parties prenantes, mais les parties prenantes vont également cadrer les médias. C'est assez simple à comprendre. Quand il y a une crise, les médias interviewent les citoyens et les citoyens consultent les médias. Et donc finalement, il y a des processus de cadrage. Ces processus de cadrage sont extrêmement intéressants dans la crise, parce qu'un événement peut arriver et il s'agit d'un fait. Mais la vision du fait ou la manière dont on va cadrer l'événement, elle peut être tout autre. Vous êtes Volkswagen, vous avez triché dans vos moteurs, on peut appeler ça le Volkswagen Gate. Vous avez triché, c'est vraiment vilain, c'est pas bien. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils recadrent la crise et font en sorte que, en fait, on a tous triché. Le gros problème, c'est les normes au niveau européen. On est tous en train de tricher. Et en fait, on parle de Dieselgate. On ne parle pas de la même chose. Dans l'un, c'est une entreprise qui triche. Dans l'autre, c'est tout un secteur qui est pris. Pourquoi? Parce que c'est intenable au niveau des normes. Donc les processus de cadrage sont extrêmement importants. Et finalement, la crise, elle va être construite socialement par les individus, parce que en fait, vous allez voir que parfois, la façon dont les acteurs sur les réseaux sociaux s'expriment vont faire en sorte que c'est ça qui va être compris de la crise. Mais de l'autre côté, la crise va venir menacer les espérances des parties prenantes. Vous avez acheté une Volkswagen, vous pensez que c'était vert, allemand, Deutsche Qualität, et tout d'un coup, en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, ils vous ont floué, alors que vous êtes un écologiste convaincu. Ça va venir menacer les espérances. Et c'est ça les processus de crise. Et finalement, ça peut avoir comme implication le fait que vous avez des actifs physiques qui sont partis. Pourquoi? Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu un building, il a explosé, ce genre de choses. Vous avez les actifs moraux, tout ce qui est votre réputation, ce genre de choses, le bien-être interne, la santé de l'organisation, ou des caractéristiques telles que les statuts, le profit, ce genre de choses. Voilà. En gros, je viens de vous résumer 30 ans de recherche sur les crises. J'espère que tout le monde a su passer ce cap qui était le plus chiant. Nous allons désormais passer en fait au phénomène qui est les crises sur les médias sociaux. Ça, c'est le phénomène traditionnel pour les crises traditionnelles. Un phénomène qui se stabilise. Pourquoi? Parce qu'en fait, après un essor, on pouvait vous parler d'un nouveau phénomène. Tout le monde venait vous montrer, incroyable. Regardez comment KitKat s'est fait démonter par Greenpeace. Il ne reste plus rien. Regardez, ils ont juste su construire une social room. Sinon, ils étaient foutus. En fait, maintenant, on a un phénomène qui se stabilise à travers le temps, voire qui régresse. Le dernier point, c'est juste parce que je n'ai pas encore rempli les crises pour cette année. On n'est pas à ce point-là de chute des bad buzz. On devrait se stabiliser, voire même une petite baisse au niveau des crises. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas
vraiment eu énormément de crises cette année. Et finalement, les crises sur les réseaux sociaux, c'était une de ma première présentation à l'RFD d'ailleurs, elles vont faire en sorte qu'on a besoin d'une nouvelle typologie. Une nouvelle typologie des crises où on va avoir 5 grands types de crises. Les crises fonctionnelles, vous avez un produit qui pose problème, voilà, on va les parcourir après, ou un processus de l'organisation. Les crises accidentelles, il y a un accident qui se passe. Les crises techniques, il y a un problème, un dysfonctionnement du service ou du produit. Les crises juridiques, vous vous rendez compte à peu près ce que c'est, justice, etc. Et enfin, les crises communicationnelles, quand on communique, ou même quand une égérie ou un employé communique, alors qu'on n'avait pas voulu qu'il communique. Qu'est-ce que ça peut faire en termes de crise ? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme type de problème avec vos produits, vos services, votre organisation ? Première chose, les composants. Vous êtes KitKat, vous avez l'huile de palme dedans, les gens ne sont pas contents, c'est les composants du produit qui posent problème. Bon, ça c'est un point. Deuxième point, ça va être dans son apparence. Tiens, votre théière ressemble quand même un peu à Hitler, non ? Ou ici, une magnifique mitraillette avec un croissant musulman dessus, pour jouer au parfait petit terroriste musulman. Il y a également la problématique de la fonction. Quand vous êtes dans un magasin Bar Smith et en fait vous avez un jouet pour enfants qui permet d'aller voir sous les jupes des filles, ça fait un tabac durant Balance ton porc. Dans le packaging, alors qu'est-ce qui pose problème ici ? En fait, c'est un petit détail. Ceux qui ont déjà vu les présentations savent ce qu'il y a. C'est qu'en fait, en Allemagne, les packaging d'Ariel avaient mis le numéro 88 et sur le côté, il y avait mis 18. Et en fait, c'est un code. Ça veut dire Hitler parce que c'est le 8e lettre de l'alphabet, 2 fois. Donc c'est Hitler, donc c'est tous des nazis. Et ça peut peut-être vous faire sourire, mais ils ont dû changer l'entièreté de leur packaging. Donc j'explique. Les packaging posent problème. Ils envoient des camions pour aller chercher dans tous les magasins. Ils enlèvent le packaging, remettent le produit, reconditionnent, renvoient des camions et remettent dans le magasin. Ça paraît con, mais ça a quand même un gros impact. Dans les pratiques RH, donc vous voyez plus ou moins au milieu la schématisation de ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand ça devient un peu plus ardu, il ne faut pas déconner, on ne va pas laisser ça à des femmes, uniquement des hommes. Ça peut poser problème si vous avez ça sur votre organigramme de votre organisation. Ou dans vos offres d'emploi, voilà, si possible pas juif, il ne faut pas déconner non plus, c'est problématique. Quand Quechua avait fait une demande d'un nombre de cloud minimum, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le cloud, ça n'existe plus d'ailleurs, ils sont morts cette année, mais en gros, c'était quelque chose qui servait à mesurer son influence sur le web pour voir si on était plutôt Boutre de Bamako ou plutôt minuscule petit objet. Dans le fonctionnement SAV, vous avez un client qui a un problème avec votre produit, il s'exprime sur les réseaux sociaux, il y a un engouement autour de cette chose et ça crée de facto une crise. Ça peut être dans le fonctionnement d'un magasin. Si à un moment vous laissez ouvert, apparente la lumière et une fenêtre et qu'on peut voir qu'il y a des petits rongeurs qui s'éclatent pendant la nuit, ça peut être problématique, c'est la vidéo fuite sur les réseaux sociaux. Ça peut être des pratiques discutables aussi, où une maman est à un café, elle demande à faire réchauffer un biberon. Bien sûr, madame, pas de souci. Et puis il revient avec l'addition et on voit 56 d'électricité. Ce genre de choses, c'est quand même assez tendancieux comme pratique. Donc vous voyez, ça c'est tout ce qui peut poser problème au niveau des crises fonctionnelles de chez vous. Mais ça peut être également de façon exogène, c'est-à-dire que vous avez des fournisseurs. Pour la presse, c'est parfois plus intéressant de dire que vous êtes McDonald's et vous avez un fournisseur qui est défaillant, et nommer McDonald's plutôt que le fournisseur, parce que c'est plus connu. C'est simple. Ça peut être également dans votre secteur tout entier, avec Free Mobile ou encore une crise de fournisseurs avec Findus. Ça peut être également les franchisés. C'est-à-dire que ce n'est pas votre magasin à vous, vous le déléguez à quelqu'un sous un principe de franchise, il porte votre marque, il fait une promotion Saint-Valentin avec une astérisque pour dire que la loi, parce que c'est uniquement pour hommes et femmes, parce que la loi pour le mariage homosexuel n'est pas encore passée.
et ce genre de choses. Donc, même quand ça n'est pas vous, techniquement, mais quelqu'un avec qui vous sous-traitez, en ce moment avec le GDPR, par exemple, c'est un exemple assez frappant, bah, ça peut être problématique en termes de crise. Ça, c'était pour les crises fonctionnelles. Donc, c'était ce qui concernait un produit ou un fonctionnement de votre organisation. Il peut y avoir les crises accidentelles, que vous avez déclarées vous-même. C'est ce qu'on appelle le fail du community manager. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cas-là, US Airways, qui répond à un client avec une photo, et la photo, en fait, c'est une dame qui a les jambes écartées, avec un avion qui vient visiter. L'homme nu de la Redoute, ou bah, le commandant de Costa Concordia qui avait envie d'aller voir un peu le beau paysage près des berges. Ça peut être également de façon complètement externe, où vous subissez l'événement. Ça va par exemple être le fait qu'il y a un accident, enfin, vous connaissez l'accident de Fukushima, des gens veulent rentrer au pays, vous avez un algorithme qui tourne pour les prix, et ça augmente. Vous subissez en quelque sorte un accident dans votre processus, et c'est cet accident-là qui vous met un peu face à une crise. Les crises techniques, ça va être tout ce qui est tout simplement les dysfonctionnements d'un produit, et de façon exogène, c'est-à-dire les attaques, ça va être tout ce qui est en ing, phishing, hacking, smashing, etc. Ou, par exemple, c'était le cas de Kryptonite, donc c'était ce cadenas qui pouvait s'ouvrir d'un simple bic. Bah, il y a un petit dysfonctionnement dans le produit. C'est assez évident. Ça va être aussi le typique, le petit bug de la promotion. Vous faites une promotion, vous êtes trompé dedans, ça affiche tout le monde, vous avez 250 000 personnes qui achètent, et ça peut être problématique. Je me souviens d'ailleurs d'un autre cas, qui était celui de Adidas, qui avait proposé aux utilisateurs un bon de 10 € sur tout le site. Sauf qu'en fait, on n'avait pas un nombre minimum pour le panier d'achat. Ce qui fait qu'en fait, les gens ont acheté tout ce qui était à 10 € sur le site de façon complètement gratuite. Ce qui est assez ballot quand même. Ou ici, bah voilà, vous étiquetez vos livres, vous êtes aux États-Unis, et sur Bible, vous avez fiction. Ce qui n'est pas toujours très très intéressant. Les crises juridiques, où on va avoir le fameux effet stressant. Donc, je veux cacher quelque chose, et par le fait que je veux cacher quelque chose, finalement, il est davantage visible. C'était notre fameux que de François K. Je ne sais pas pourquoi je dis que quand je dis François Hollande, mais ça doit être très problématique, je pense. Je vais aller consulter un psy. C'est le cas de François Hollande avec l'AFP. L'AFP envoie un dossier presse à la presse pour la rentrée scolaire, avec une photo, celle-là, celle du milieu. Il n'y a aucun journal sérieux à ce moment-là qui va dire « Tiens, on ne prendrait pas celle-là pour illustrer la rentrée? Elle est quand même pas mal, non ?» Bah non, personne. Sauf qu'après, l'AFP renvoie un mail en disant « S'il vous plaît, on a envoyé une photo pour la rentrée, surtout ne l'utilisez pas. » Bah, j'ai un super article, la photo que l'AFP ne veut pas que vous voyez. Et hop, j'ai un article pour la photo. Donc ça, c'est l'effet stressant. Je démarre moi-même une crise juridique, je démarre moi-même un procès ou quelque chose comme ça, où je cherche à le mettre, et finalement, ça me retombe dessus. Ça va être le cas, par exemple, ici, de Quack, donc, qui est la bière de gauche par rapport à la bière de droite, parce qu'ils disent que c'était le même principe. Et donc, en fait, c'est la grosse brasserie flamande qui attaque la petite brasserie wallonne. Donc, ça fait une super histoire. Ça va être le cas de Figaro, où le directeur marketing du Figaro s'étonne de cette ignominie. Enfin, c'est quand même dégueulasse, on est d'accord. Le blog de Madame Figaro qui fait de l'ombre à la marque Madame Figaro, et donc décide de l'attaquer en justice. Évidemment, une petite interview de l'institutrice, pauvre institutrice qui voulait juste un blog pour ses étudiants, ça retourne la situation. Exogène, ça va simplement être un procès que vous subissez vous-même. Vient le cas le plus fréquent, ça c'est vraiment le maître à chat du bad buzz, c'est les crises communicationnelles. Qu'est-ce qui peut poser problème dans une communication? Le fait que vous avez du sexisme, donc le régime minceur du Conseil général de Moselle, très très bien, ou le Grand Prix d'Harelbeek en Belgique, où finalement il y avait Peter Sagan qui avait pincé les fesses de la mannequin au moment où il lui donnait le petit bouquet de fleurs, je ne sais pas s'il était Interflora, et ils n'ont rien trouvé de mieux que l'année d'après de dire « Cette année, qui va pincer les fesses de la mannequin ?»
Ça peut être des valeurs aussi, par exemple le culte de la minceur contre lequel on lutte. Ça peut être le fait d'être vegan, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être des crises d'égalité. Si vous attaquez les roux, vous faites preuve de racisme ou vous maltraitez des personnes au niveau de l'égalité. Je n'ai pas dit roux, pas du tout par hasard. Pas du tout par hasard. Vient le cas exogène où ce sont vos employés qui posent problème. Là, on avait les fameux tacos, on avait la croix gammée de McDonald's, on avait les joueurs du PSG. Que signifie PSG? Pas sûr de gagner. Ah, mais il est au PSG. On va l'enculer, ce fils de Blanc. Tiens, qui est l'entraîneur à ce moment-là du PSG? C'est Laurent Blanc. On remet les choses. Ou les fameuses quenelles du parc Astérix, où il y a eu plus de 20 photos différentes. Un vrai album photo des quenelles du parc Astérix. Ça nous amène donc à l'entièreté de ces cas, où les slides seront disponibles, ne vous inquiétez pas, mais en gros, voilà en gros tous les types de crises qui peuvent vous tomber dessus. Mais ça, c'est pas tellement intéressant, parce que je vous montre juste ce que j'ai en magasin. Là, j'ai un peu de bœuf, voilà mes produits et autres. Ce qui est davantage intéressant quand on est une marque, une organisation, c'est d'avoir une gestion du risque. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui peut m'arriver comme type de crise? Et en fait, j'ai fait une autre chose après la répartition, mais simplement pour dire qu'il y a essentiellement plus de 90% des crises qui sont juste sur les produits et les process et la communication. 90% des crises, ça vient de ces endroits-là. C'est quand même assez conséquent. Les autres, c'est presque pas un risque. Je vous disais donc, pour les types de risques, en communication, qu'est-ce qui peut arriver? Première chose, c'est le cas de la communication jugée sexiste. Par exemple, si ici, c'est bien sûr que notre petite fille, son rêve, on ne le voit pas, mais vivez votre rêve, accomplissez votre rêve, devenez auxiliaire de ménage. Très beau rêve. Ce rêve bleu. Communication jugée indécente, voilà, on estime qu'elle est indécente de manière globale. Ça va par exemple être le fait que Pepsi récupère le mouvement contre les violences policières pour faire une publicité pour du Pepsi. On juge ça indécent. Ça va être le fait qu'il y a une communication qui est non responsable. Voilà, il y a une tempête aux États-Unis, moins 20% sur le site parce que de toute façon vous êtes bloqué chez vous. Ça va être aussi le cas d'une marque qui était Desigual, vous connaissez je pense Desigual, qui avait des vêtements pour maman tellement beaux que dans la publicité on voit quelqu'un qui épingle les préservatifs pour faire des trous et devenir maman. Pas très très éthique et responsable. Ça va être les employés, 10% des crises proviennent d'employés à ce niveau-là en termes de communication. Et ça va être aussi des communications offensantes pour une religion, une culture ou un pays. Par exemple, Adidas qui va mal orthographier la Colombie. Ça va être McDonald's qui dit au Mexique, les gars, les tamales c'est de la merde, mangez un Big Mac. Et 3 mois après, ils ont fait la même chose en Italie, puisqu'ils ont dit les pizzas c'est pourri, vive le Big Mac. C'est offensant pour une culture ou autre chose. Et les autres cas, ça va être des détails, par exemple, dans une communication ou un produit. On va avoir tous ces cas-là, ça va être le propos d'un dirigeant, ça va être la communication autre, mais qui sont plus ou moins dans la catégorie autre. Je vous ai vraiment fait les plus gros spars au niveau des crises. On a également donc les communications jugées racistes, oser être plus proche, grâce à Manix, parce que sinon il faut le maintenir au loin. Ça va être les communications mal synchronisées avec l'actualité, un grand classique. Donc vous avez la mort du petit Elaine et vous tournez la page et vous avez Gauchi, lui qui meurt quand même avec un peu plus de classe. Ça va être par exemple, il y a un crash d'avion, vous avez juste fait une publicité avec un avion. Ça va être par exemple une marque qui va communiquer, qui va mettre je suis Charlie, une marque de literie. Et donc vous imaginez que c'est Charlie, pas avec E, mais avec T à la fin. Oui, ils l'ont fait. Ça va être aussi tout ce qui est communication détournée. Les communications détournées, c'est quoi? C'est vous promouvez la viande de France avec un hashtag viande de France et finalement tous les véganes viennent la détourner. Vous êtes le gouvernement, vous voulez lutter contre le djihadisme et vous créez un hashtag stop djihadisme. Le jour même, tout l'État islamique tweet sur le sujet. Donc vous vous êtes détourné en quelque sorte
dans votre communication. La communication provocante, voilà, ici on va utiliser des choses typiquement hitlériennes, ce genre de choses. Et enfin, la communication abusive, c'est-à-dire celle qu'on va estimer, là il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez triché, vous avez utilisé des bots, vous avez utilisé ce genre de choses. Ici c'était quoi? C'était le cas d'une communication par Transavia, où en fait, je ne sais plus quel voyageur recevait finalement un prix, et c'est tombé juste sur une influenceuse qui était connue pour accepter beaucoup de collaborations avec les marques. Et donc ça faisait genre, ouais, il faut quand même pas nous prendre pour des idiots, quoi. Et là, ça amène un autre débat, c'est celui de la narration qui est faite. Imaginons vraiment, c'était elle. Comment est-ce que vous voulez prouver que vous n'avez pas faussé votre communication? C'est un vrai débat. Alors, sur les pratiques non responsables, je vous donnais l'exemple, c'est ce qui est le principal motif de crise. Ça va être l'effet stressante. J'attaque en justice et finalement, je reçois derrière un coup de truc. Ça va être le mauvais traitement d'une personne faible. Ça va être par exemple, en fait, tous les bancs en face d'une banque ont été complètement enlevés avec des dispositifs pour qu'on ne peut pas se coucher dessus. Comme ça, les SDF ne se couchent pas dessus. Ça va être le fait qu'il y a des pratiques où on met devant l'affiche d'un restaurant, surtout, ne nourrissez pas les SDF, et ce genre de choses. Mauvais traitement d'une personne faible. La promotion de la maigreur, avec Blanche Porte, si vous voulez un moment acheter des bas, tout en sachant quand même que vous êtes grosse. Ils le font très très bien. Ça va être les comportements sexistes et les problématiques de SAV. Donc ça, c'est globalement la majorité des cas. Les autres cas, ça va être des licenciements, des mauvaises exploitations, ça va être des plagiats, ça va être des produits consommables que vous jetez. Ça va être des critères d'embauche problématiques, des comportements homophobes ou l'emploi d'une personne jugée problématique. Ensuite, au niveau du produit, qu'est-ce qui peut poser problème dans un risque de produit? Le premier, c'est le vêtement choquant. C'est des vêtements qui apparaissent choquants. Là, par exemple, habillez-vous en déporté juif. Ou ça va être une marque d'enfants pour bébés qui va dire « fuck me like a porn star ». Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc, c'est tous ces trucs des vêtements choquants ou le pull en cachemire, je suis chômeur, à 300 €. Un produit défectueux, typiquement mon cas Kryptonite, j'ai un cadenas, il s'ouvre d'un simple bic. Un produit ou packaging jugé raciste. Matériel Hitler par exemple, ou ici par exemple c'est des bijoux pour la gamme esclave. Oui, ils l'ont fait aussi. Hop. Et enfin un produit ou packaging jugé indécent. Typiquement, c'était juste après les attentats, vous avez Aldi qui met en disposition des feux d'artifice qui s'appellent Paris. Vous ne savez pas pourquoi les feux d'artifice s'appellent Paris, mais eux ils font des feux d'artifice Paris. C'était assez glauque. Et donc ça a été jugé indécent comme type de produit. Et les autres cas, ça va être un produit genré. Par exemple, vous proposez un album pour enfants, pour filles, et un album pour garçons. Alors que c'est presque strictement les mêmes. Vous proposez, c'était le petit bateau, un vêtement avec mis des adjectifs garçons et des adjectifs filles, qui sont des stéréotypes. Donc ça, c'est un grand classique. Les railleries sur le prix d'un produit. Il y avait eu c'est dommage que je n'ai pas le visuel, mais c'était un sac qui était comme le sac Ikea, mais à 300 €. Donc tout le monde se foutait de la gueule du sac à 300 € qui était le même qu'Ikea. Ou un bug de promotion. Voilà, de manière globale, le type de crise qu'il peut y avoir pour les trucs techniques. Les éléments extérieurs, c'est-à-dire pour lesquels finalement vous n'avez aucune assise en tant que telle, ça va être une campagne menée pour une ONG, ça va être un algorithme pas préparé à une situation classique, le cas d'Air France que je vous disais, ça va être le cas aussi d'Uber en termes d'attentat où si vous voulez prendre un taxi, c'est 500 €, ou ce genre de choses. Ou le problème technique, là par exemple, en fait, la FIFA avait mis sur son site le ballon d'or avant qu'il soit donné, ce qui est toujours le petit problème habituel.
Sur les changements ou engagements, ça va être le fait que vous voulez changer de logo. Là, par exemple, c'était Malabar. Et on vous dit non, mais j'aimais bien Malabar. C'est pas possible, vous pouvez pas changer. Eh ben si. Ça va être les engagements non tenus. Ça va être le fait que finalement vous êtes engagé à quelque chose mais vous le tenez pas. Bah, je fais un concours, la ville qui sera élue sera celle du Monopoly, mon cul. Ça n'a pas été pris. Bad buzz. Le virage de business, voilà, c'est le cas typiquement de Toblerone. Avant Brexit, après Brexit, il y a un virage de business qui est fait, mais qui est ridicule. Et enfin, un problème latent, c'est finalement un problème que vous avez depuis des années, mais qui émerge dans une phase beaucoup plus grande. Voilà à peu près, de manière globale, l'entièreté des risques qui peuvent arriver à votre organisation. Ça fait pas mal. Et je vous assure, j'ai 604 crises sur 10 ans. Donc je peux vous assurer que tout est couvert à travers ce que je vous ai montré. Seulement, dans un monde parfait, on a son petit plan de risque, on ouvre le tiroir dès qu'il y a une crise et tout est bien. Mais je pense qu'on l'a bien vu ce matin avec Romain Pigenel et autres, c'est-à-dire qu'il va avoir un grand défi pour le communicant du futur, ça va être le fait qu'il va devoir se préparer à tout, y compris au faux. Il va devoir se préparer à ce que même ce qu'il vit tous les jours soit susceptible d'être remis en question comme ça du jour au lendemain. Vous êtes une boucherie, avant vous étiez au milieu du village, tout le monde vous aimait, maintenant ils sont en train de se ramasser des pierres sur leur boucherie, parce qu'il y a les véganes qui émergent. Et donc il faut se préparer à tout, y compris au faux. Il y a eu 2 cas comme ça, on en a un peu parlé de Vinci du faux communiqué de presse. Il y a également Fisher-Price, et j'ai fini, qui avait fait joue au parfait ivrogne sur place. Donc ça, c'est un des grands défis. C'est-à-dire quand bien même maintenant on catégorise l'entièreté des crises, on connaît tout, tout est OK, on sait ce qui va arriver, on a des plans pour tout. Eh bien ces plans-là, ils peuvent complètement être rebalancés par le fait que finalement, vous avez quelque chose que vous n'avez jamais imaginé qu'on vous reprocherait, qui émerge, qui va du coup vous faire un événement qui est un déclencheur, que vous n'avez pas prévu, qui était imprévisible, qui est dommageable et qui vous fait accélérer le temps parce que vous ne l'avez pas prévu. Et donc c'est ça qui vous attend principalement dans les prochaines années comme grand risque en termes de communication sur les crises. Et en gros, hop. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Ok, tant pis. Il y avait la slide qui résumait les principaux risques et les principales typologies avec les pourcentages. Voilà en gros. Donc les types de risques principaux, c'est la communication, c'est vos pratiques, et le reste, vos produits, les éléments extérieurs ou les changements ou engagements que vous prenez sont finalement beaucoup moins chrysogènes que le reste. Donc ça vient principalement de nous en fait en tant que marque. Exactement. Merci Nicolas, c'était encore comme d'habitude très brillant. Bravo. Du coup, dans nos influenceurs, en fait, on a une liste ici d'influenceurs. Si on descend un petit peu, donc en fait, ça nous permet de classer, de voir par rapport au nombre de publications. Donc on va regarder tout ça et puis on fera le tirage au sort et on vous l'enverra si ça vous va. On peut faire comme ça? Ça vous va? On est d'accord? Pour les places? Parce que du coup, sinon ça va être compliqué là. Eh ben, écoute, il n'y a aucun problème. Voilà. Si tu fais comme tu veux, t'es chez toi. On va faire comme ça. Non, je sais. Oui, il y avait une question, pardon. Ah, c'est Nick. C'est David, pardon. Je voyais pas. Bon, ce sera 5 Merci. places pour 2 Une personnes. question basique, mais comme on travaille dans le référencement, il nous arrive d'être contactés par des dirigeants de grandes entreprises. Ça nous est arrivé par 2 fois, sérieusement. On dit des choses sur moi qui ressortent sur Google. Faites quelque chose. Faites quelque chose, en gros, pour l'étouffer. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pourriez répondre à ce type de... On a toujours refusé, concrètement, de faire quoi que ce soit, mais ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez concrètement. Oui. En plus, c'est un cas que j'ai croisé plusieurs fois, puisque dès qu'on est estampillé web et autres, du coup, on nous demande absolument tout et n'importe quoi. Oui. Style, vous savez, j'ai une photo de mon chat qui est perdue, je l'ai perdue et j'aimerais bien la retrouver, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Même ce genre de choses. Et effectivement, la problématique du dirigeant qui typiquement a des articles de presse sur lui et qui attend un hocus pocus. Faites-moi disparaître un article du Monde. On écrit que j'ai volé 20 millions d'euros et qui a été copié 30 000 fois. Un hocus. Oui, c'est C'est Kabila bien, en ça. plus.
Et typiquement, l'Hocus Pocus, moi, j'ai toujours parti pris, dans la majorité des choses, sur ma boîte et mon agence, c'est toujours de faire preuve de pédagogie. C'est-à-dire que ma présentation commerciale, en fait, n'en est pas une. J'explique justement ma démarche, qu'est-ce que je fais, et j'ouvre un peu la boîte. C'est pareil sur ce type de demande. C'est-à-dire que je lui dis concrètement, c'est pas possible de le faire disparaître. C'est possible de montrer que tu es toujours vivant, que ton business continue, et que tu as pris les majorités des choses, maintenant que tu as 3 chats, même si tu as volé 20 millions et autres, et essayer de l'expliquer davantage, ce genre de choses. Mais sinon, il n'y a pas moyen de le faire disparaître. Et là, je pense que c'est aussi, comme vous le dites, vous avez refusé, je pense que c'est aussi notre rôle de simplement dire qu'est-ce qui est bullshit et qu'est-ce qui ne l'est pas. On peut à un moment récupérer une somme substantielle, mais c'est quelqu'un qu'on aura bullshitisé et qu'on ne reverra plus jamais, et qui même aura une mauvaise image finalement de notre secteur dans son ensemble. Donc voilà ce que je dis généralement pour ce type de cas. Merci. On a appris un mot et un verbe, bullshitiser. Je veux dire, la solution Hocus Pocus, je vais la ressortir, celle-là, très bien. Bullshitiser, Hocus Pocus. Du coup, on va lancer la synthèse qu'on doit faire à 2, mais comme Nicolas a très bien travaillé, je pense qu'il va la faire. Voilà. Je vais vous regarder. On se met. Ouais. Okay. Tu veux t'installer? On peut s'asseoir même. Oui, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir, on est tranquille, c'est la fin, on est bien. Dans le jaune. Voilà. On t'écoute. Donc en fait, pour schématiser, tu m'as demandé donc de faire le mix entre les Webus, le dénigrement et l'improvisation. C'est ça. Voilà. C'est facile. Bah oui, il y a un lien. Et de la même façon, tu as pris ton assurance à la Maïf, j'espère. Oui, j'étais obligé en fait, parce que sinon il venait pas en fait. Me faire la synthèse, c'est quand même un gros risque. Tu tiens tes sponsors ou pas? C'est bon. Il y aura une 9e édition a priori, on m'a déjà proposé un lieu pour l'année prochaine. Il n'est pas sûr d'être à Mulhouse, pardon. Voilà. C'est des amis, les intervenants ou pas? Non, on va y aller tranquille. Ok, on va y aller tranquille. Non, de façon sous-jacente, si je dois trouver finalement un point de fil rouge, ce qui est compliqué quand même, avec tous les sujets, mais je dirais qu'on est vraiment dans une phase d'institutionnalisation de l'e-reputation. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui nous présente sa vision de l'e-reputation en complétant finalement son dispositif avec des magazines papier. Welcome to the jungle. On peut avoir quelqu'un, on lui demande mais qu'est-ce qu'un bon community manager, et il peut nous dire mais vous savez, j'ai écrit un livre il y a 8 ans et il est toujours valable. Vous pouvez toujours le voir. On peut aussi avoir quelqu'un qui... on était quand même dans un monde qui innovait sans cesse, puisqu'on avait eu Reputation, gros hackers. D'ailleurs, quelqu'un a des nouvelles des gros hackers? Ça m'intéresse. Ils sont perdus, ils sont où? Ils ont hacké la Terre et ils sont ailleurs. Ou même les Chief Digital Officers. On peut aussi avoir quelqu'un qui nous dit, en fait, le premier influenceur, et vous avez fait plein d'années de présentations, mais c'est Google. Et ça fait 20 ans qu'il existe. Et donc, finalement, on se rend compte qu'on est vraiment dans la phase d'institutionnalisation du secteur, des pratiques, de la majorité des choses. Et finalement, on a réfléchi plus loin par rapport à l'espace public qui nous était offert et comment cet espace public, on pouvait y vendre des produits, faire du bien, dans une échelle de valeur, et comment est-ce qu'on pouvait lutter contre les fake news et les GAFA, par exemple. On a parlé aussi de loi et de la diffamation des dénigrants. Quand on parle de loi, c'est que finalement c'est assez institutionnalisé, tout en nous disant également que en fait, la loi, elle date et elle est toujours valable. Donc on en revient finalement aux essences des choses. Et j'ai l'impression que nous sommes dans une véritable phase où nous ne sommes plus dans l'émergence d'un métier, d'une problématique, ni dans le rassemblement du savoir dans une présentation, et dans une phase de standardisation exacerbée et de législation. C'est aussi un souci, vu ce qu'on a vu dans un des discours, que pour benchmarker adéquatement, il fallait regarder aussi en dehors de son secteur et en dehors des choses, pour ne pas standardiser. Et donc c'est aussi un frein. L'institutionnalisation, ok, la standardisation, ok, mais en même temps, il faudra toujours un peu garder son esprit feu follet pour s'isoler par rapport aux choses. C'est aussi le fait que finalement on ne veut pas trop standardiser la communication, parce que même la SNCF, excusez-moi, c'est ma belgitude, n'a pas choisi de faire appel au chatbot. Donc elle ne voulait pas une communication standardisée. Mais finalement, chaque institution fait en sorte que les pratiques sont scrutées et qu'elles sont aussi légiférées avec des lois. Nous n'avons pas parlé non plus de la fermeture des API.
d'Instagram et autres avec l'exploitation des données. Je pense que c'est aussi quelque chose où il faut se donner. Quid de la donnée, dans le sens où c'est notre essence à nous pour faire fonctionner le moteur. Quid de cette donnée? Sera-t-elle toujours disponible? Que faire quand elle ne sera pas disponible? Quid du sens de la donnée? Activision nous disait que veut dire 20 likes comme seul enseignement de données, parce que si la donnée ne ment pas, on peut quand même lui faire dire ce qu'on veut aussi. Donc ça a une importance. Donc je dirais, j'ai vu aujourd'hui finalement des présentations assez similaires à ce que j'aurais pu voir il y a quelques années. Et ce qui me fait dire qu'à l'heure actuelle, l'enjeu, et je pense que ce sera intéressant pour les prochaines éditions, n'est pas tellement de présenter nos pratiques, mais de les questionner et de contribuer finalement à notre institutionnalisation dans notre métier, comme finalement la Maïf a su se renouveler, a su réfléchir sans cesse à sa chaîne de valeur. Et je pense que c'est là l'enjeu que nous, on a en tant que professionnels de ce secteur, c'est d'avoir ça. Qu'apportons-nous à nos clients? Avons-nous un ROI? Qu'apportons à l'ensemble des entreprises? Et quelle est notre valeur ajoutée? Est-ce qu'en synthèse, ça vous va? Parce que je pense qu'on n'aurait pas dit mieux. Il a travaillé toute la journée et je trouve ça parfait. Sur la notion de ROI, je suis complètement en phase. C'est une des questions et on l'entend sur le SEO. On en a parlé sur les stratégies web. C'est un élément qui revient de plus en plus. Tant mieux que ça ressorte, que ça soit ressorti et que c'est un questionnement qu'il va falloir avoir pour les autres années. Ça veut dire qu'on pourra encore faire des IRFD, j'espère. Mais écoute, synthèse brillante. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Damien, Non, là-dessus? je ne me permettrai pas de passer derrière. On passe pas derrière. Non, parce que je me sentirais un peu en tongue sur la face nord, si tu veux. C'est ça. Mais on peut applaudir cette synthèse. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas.